beaucoup, Sally. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. C'est un énorme plaisir pour moi d'être ici avec vous dans ce salon Learning Technology que j'apprécie tout particulièrement. D'autant plus content que je suis là pour vous parler d'un sujet qui me passionne, le Test and Learn, mais aussi parce que j'ai la chance d'avoir deux collègues extraordinaires avec moi ce matin, que je voudrais aussi donner l'occasion pour qu'elles s'y présentent. On en a Claire Degnaud qui est de chez Danone et puis Marilyn Bory qui est de chez L'Oréal et qui vont se présenter tout de suite et qui vont engager la conversation avec moi aussi et pour vous et avec vous autour de Test and Learn. Claire, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous. Oui, ça marche. Je suis ravie d'être... merci Adilson pour ton invitation. Je suis vraiment ravie d'être là. Donc, je suis chez Danone en charge de ce qu'on appelle Danone Academy au niveau du groupe. Merci beaucoup. Marilyn? Bonjour, ravie d'être avec vous également. Donc, je suis Global People Director chez L'Oréal. Je m'occupe du développement de nos collaborateurs et ça touche à la fois la culture de learning, les rituels qu'on met en place, tous les dispositifs. Donc, au-delà du learning, comment on onboard et on crée un développement permanent de nos collaborateurs chez L'Oréal. Merci beaucoup, Marilyn. Ce que je vous propose en fait comme déroulement de notre conversation, c'est de commencer déjà faire marcher notre petit boîtier là qui ne marche pas et de parler un peu d'abord d'une idée ou de quelques idées autour de Test and Learn, de cadrer un petit peu le débat autour de Test and Learn. Ça y est, ça marche. Et ensuite, on va essayer de partager avec vous quelques éléments aussi en termes d'exemples concrets de comment on peut utiliser le Test and Learn dans nos entreprises, particulièrement en RH et en formation, pour innover davantage. Donc, je vais essayer surtout de vous donner beaucoup d'exemples concrets et applicables à la fois à la RH, mais aussi à la formation. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous inviter dans la conversation avec Claire et avec Marilyn pour qu'on puisse échanger sur comment elles aussi voient, comment elles appliquent, comment elles mettent en place le Test and Learn, à la fois la culture et la méthodologie dans leurs organisations. Donc, on va essayer de faire ça d'une façon assez dynamique, tous ensemble. Alors, plutôt que de commencer mon pitch autour du sujet Test and Learn, enfin, de vous donner une définition du Test and Learn, je voudrais commencer avec une histoire. Je vais vous raconter une histoire d'une application concrète du Test and Learn dans la formation. J'ai déjà une question pour ceux qui sont au fond là. Est-ce que vous m'entendez bien? Cool. Merci beaucoup. Génial. Merci. On en a beaucoup de bruit autour et donc ici, on a une espèce de retour qui fait qu'on a l'impression que personne ne nous entend. Je ne veux pas non plus gueuler au micro. Alors, le problème, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui aurait pu vous arriver à vous, qui ça nous arrive tous les jours dans nos organisations. C'est une histoire d'un responsable de formation, de quelqu'un de mes équipes, qui est approché par un patron de business et qui dit « On en a un problème. On en a besoin d'améliorer dans nos magasins l'impact du NPS. On a besoin d'améliorer le NPS de nos clients. On a besoin d'améliorer la satisfaction de nos clients avec l'expérience d'achat dans nos magasins. » Et là, en discutant et en essayant d'affiner la demande, évidemment, on va voir que la problématique, en l'occurrence, était le passage en caisse. C'est vrai que pour nous tous, dans nos expériences, souvent, un des irritants majeurs, c'est encore le passage en caisse, où on en est pressé, où on attend, où on parfois n'a pas forcément une relation client engagée avec la caissière ou le caissier. Donc, tout de suite, l'idée d'avoir une formation autour de la qualité des services pour les caissières et pour les caissiers. Normalement, suite à ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une formation, on va organiser la formation, on va préparer un design de formation, on va identifier les points clés et on va préparer le déploiement de cette formation avec un pilote. On prépare un pilote, on invite quelques caissières et quelques caissiers, on les met autour de la table, on met peut-être certaines personnes du business et ensuite on dit, et on va prendre leurs retours, leurs évaluations, on va intégrer, on va changer un petit peu la formation ici ou là qu'on en avait pensé au départ et ensuite on déploie. Eh bien nous, ce qu'on en a fait, c'est qu'on est allé un pas au-delà, c'est-à-dire qu'en plus de cette histoire de pilote, et on va en revenir, on avait un débat tout à l'heure justement avec mes collègues sur le sujet, on va essayer d'aller au-delà et on va se dire, est-ce qu'en plus de cette dimension du pilote lui-même, ce qui veut le business, au travers de la formation, c'est de mesurer l'impact sur le NPS,
vraiment sur la notion, sur le business, sur la satisfaction du client en magasin. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'était dit, plutôt que de déployer tous azimuts tout de suite, voyons l'impact de cette formation sur notre business. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une quarantaine de magasins au hasard, similaires entre eux, et on en a splitté en deux groupes. Un groupe pour qui on en a fait la formation et un groupe pour lequel on n'en a fait rien du tout. On a juste observé les résultats. Et ce qu'on en avait mesuré de l'autre côté, ici dans l'axe des abscisses, enfin dans l'axe des ordonnées, pardon, c'est justement le NPS, la variation de NPS en magasin. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que 4 semaines après, déjà on en avait pour les magasins qui avaient suivi la formation, un impact plus important, enfin des NPS plus élevés en moyenne, que pour ceux qui n'avaient pas suivi la formation. Question sous-jacente, évidemment, est-ce que cela reste dans le temps? Est-ce que cela est pérenne ou c'est juste un effet à court terme? Et donc, évidemment, on va mesurer quelques semaines plus tard. Et là, on va voir 12 semaines plus tard que le résultat reste stable. Et donc, effectivement, on a une première piste que cette formation traditionnelle, hein, c'était une formation assez classique en face-to-face avec quelques acteurs qui préparaient un peu la formation, enfin qui simulaient les interactions avec le client. Dans cette formation-là, on en a un impact sur le NPS. Mais plus que le NPS, puisque j'ai des magasins de contrôle et que j'ai les magasins pour qui j'ai fait la formation, je peux mesurer aussi les ventes. Je peux faire exactement la même chose que j'ai faite tout à l'heure, mais je peux savoir si ces magasins pour qui j'ai fait la formation, est-ce qu'ils ont un impact aussi en termes de variation de vente par rapport aux magasins de contrôle. Donc, même chose, même typologie de mesures. Évidemment, les mesures sont différentes. Et là, on va voir que 4 semaines plus tard, vous voyez déjà, c'est un peu plus faible, mais c'est quand même sur le chiffre d'affaires du magasin. Et donc, on a une variation plus importante qui reste stable. Et en moyenne, on dit que la formation a un impact sur le business. Et je peux même mesurer de quel est le pourcentage que cette formation a eu d'impact sur le chiffre d'affaires. Et ensuite, je peux évidemment discuter beaucoup plus facilement avec mon CFO des investissements nécessaires pour déployer cette formation sur l'ensemble. Mais plus que ça, le Test & Learn peut encore aller plus loin dans la formation. Parce que souvent, là, cette formation, j'en avais une dans mon équipe qui dit, et c'était vrai, elle me dit, écoute, c'est très bien ton truc, mais comme tu es un philosophe de Test & Learn, pourquoi on ne testerait pas une autre formation? Parce que moi, j'ai fait un stage avant de venir ici chez Carrefour dans le jeu vidéo et je sais qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui autour de la réalité virtuelle qui s'y fait. Et donc, on pourrait très bien avoir une autre formation différente qui utiliserait beaucoup plus l'AVR, qui utiliserait beaucoup plus la réalité virtuelle pour former les caissières. Donc, vous voyez bien le schéma. Hein. On a une formation face-to-face traditionnelle et une autre formation maintenant qui est une formation plutôt en utilisant la technologie de la réalité virtuelle. Pareil, je pourrais dire, moi, je suis le boss, je crois que, je décide, non, ma formation est meilleure que la tienne, ma version de la formation est meilleure que la tienne, ou alors, à contrario, dire, non, c'est super cool, cette histoire de réalité virtuelle, on va l'utiliser, on va l'intégrer, et puis on va la mettre en place. Mais pour aller au-delà de mes croyances, ou de ce que je pense être correct, ce qui dit le chef, ou ce qui dit celui qui parle plus fort, l'idée, c'est de mesurer et d'avoir des faits. Et justement, ce qu'on en a fait, c'est exactement la même chose que vous avez, le même principe. On en avait déployé 20 magasins de plus dans lesquels la formation avait utilisé la réalité virtuelle. On en avait des caissières et des caissiers avec des casques et les interactions avec les clients se faisaient dans cette espèce de jeu vidéo immersive. Eh bien, moi, j'ai croyé dur comme fer que ça allait marcher. On en a mesuré évidemment le NPS et les ventes de la même façon que tout à l'heure. Et ce qu'on en a vu, c'est 4 semaines plus tard. Bon, là, c'est les résultats que je vous ai montrés tout à l'heure d'abord, mais qui finalement, la réalité virtuelle n'impactait pas dans mon business. Le NPS des magasins qui avaient été formés en utilisant la réalité virtuelle ne fonctionnait pas mieux que les autres, que le groupe de contrôle pour lequel on n'en avait rien du tout. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça continue en 12 semaines. Alors, attention, c'est important que je vous dise ça, je ne suis pas là en train de vous faire l'apologie contre la réalité virtuelle. Soyons clairs, c'est la réalité virtuelle appliquée dans ces contextes, pour cette formation, dans ces cadres-là. C'est tout à fait limitatif. Je peux pas m'exprimer sur la réalité virtuelle dans le monde de l'éducation. Et d'ailleurs, on en a utilisé dans d'autres contextes. Cela a très bien marché. Mais ce qui est intéressant,
c'est qu'on peut montrer du coup que le test and learn nous permet d'aller au-delà de cette croyance, parce que à la fois moi-même, je croyais que la réalité virtuelle serait beaucoup plus performante. Et en plus, les résultats, vous savez, quand on fait le pilote là avec quelques participants, les gens ont adoré le truc. Et les gens ont dit, c'est super la formation, ils ont adoré la formation. Vous vous souvenez, là, le truc de Kirkpatrick, là, donc, tout le monde était hyper content avec la formation, et la formation avec la réalité virtuelle, avec les casques, était chouette, elle était plébiscitée, les scores étaient beaucoup plus élevés que la formation traditionnelle en face-to-face. Et pourtant, c'était la formation traditionnelle qui avait rendu le plus fort apport au business. Et c'est ça, finalement, le test and learn. C'est une culture. Et c'est une méthode qui nous permet à la fois d'expérimenter, d'apprendre d'une façon constante et d'avoir cette culture dans laquelle tout le monde peut lever la main et dire « je ne suis pas d'accord, je veux proposer quelque chose ». Ici, je propose, ça n'est pas parce que moi, je crois que, c'est parce qu'on va tester et on va voir avec les données, la data, qui va nous dire la réalité. Donc, c'est vraiment une méthode qui nous permet de passer de la croyance au fait. Passer de la croyance au fait. Et c'est très important. Et d'ailleurs, ça n'est pas que dans la formation qu'on peut avoir ça. On peut avoir le test and learn dans toutes les parties de l'entreprise, dans tous les sujets de l'organisation, évidemment. Si vous prenez, par exemple, là, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Un exemple sur la com. Vous êtes patron de communication dans votre entreprise et vous vous dites, est-ce que je peux travailler, est-ce que je peux mettre en place un outil de communication qui soit plus performant pour engager davantage mes collaborateurs ? Vous pouvez très bien vous poser la question, est-ce que c'est une newsletter ou un mailing list, enfin un mail traditionnel qui va fonctionner? Vous pouvez faire un test, envoyer une partie en format newsletter, une autre partie en format mailing et voir ce qui marche. Du A/B testing très classique. Dans la médecine, dans le secteur de la santé, là c'est des médecins, c'est General Electric, c'est un grand fabricant de ces grandes machines, des IRM pour faire des examens approfondis, notamment quand on en a certaines maladies au cerveau, qui se sont rendus compte, en fait, en discutant avec les médecins, que les enfants qui allaient passer des examens dans ces salles avaient très, très peur. Le truc est extrêmement bruyant, ça fait peur. L'enfant est déjà dans une situation stressante et cela a augmenté énormément le niveau de cortisol dans le sang de l'enfant, dans la salive. Donc, ça montrait un niveau de stress très élevé lorsqu'il passait ces examens-là, ce qui faisait que ça réduisait, on sait, plus de stress, le système immunitaire qui marche moins bien, et donc ça lutte encore moins contre la maladie. Ce qu'a fait General Electric, ils ont mis en place un test avec un certain nombre d'hôpitaux aux États-Unis, juste tout simplement en essayant de décorer la salle autrement. On faisait une décoration plutôt sympa, on invitait les enfants à aller dans un voyage dans le monde de Nemo, dans un monde sous-marin, et on voyait... on faisait le test, le A/B testing, on mettait les enfants qui étaient dans une salle traditionnelle et les enfants qui passaient par cette expérience. À la fin de l'examen, on faisait un prélèvement salivaire, on mesurait le taux de cortisol dans le sang et on s'est aperçu que les enfants dans ces salles-là avaient un niveau de cortisol beaucoup plus bas que les enfants qui étaient dans la salle traditionnelle. Donc vous voyez bien que ça permet là encore, même en médecine, de faire du test and learn et de passer de la croyance au fait. Évidemment, en marketing, je ne vais pas m'y attarder. Ça, c'est quand Amazon a essayé de mettre en place un peu des ventes de voitures. Et vous voyez là sur le côté B, leur site internet avec des voitures qui sont toutes colorées. Et ici, sur le côté, mon côté droit, vous avez la version A du site avec des mesures, avec des voitures qui sont plutôt en ton de gris. Et évidemment, ils ont tellement de gens qui se connectent tout le temps qu'ils peuvent tester ça en quelques minutes. Ils ont déjà des milliers de consommateurs qui sont allés sur la page. Et donc, ils peuvent mesurer le taux de clic, le taux de conversion, etc. Et décider finalement quelle est la meilleure page pour la mise en place de cette vente-là. Donc, c'est ça, en gros, la possibilité qu'on a de mettre le test and learn un peu partout. Mais vous allez me dire, et vous avez raison, tout ça, finalement, ce n'est pas nouveau. Le A/B testing, on le fait depuis quelques temps. Enfin, en pharmacologie, on utilise des tests clics depuis des lustres. Le A/B testing, on voit notamment dans les entreprises de la tech, on utilise ça d'une façon presque systématique et de plus en plus. Donc, il y a déjà une vraie utilisation du test and learn, notamment sur son prisme expérimentation. Alors, pourquoi je pense qu'aujourd'hui, c'est important de parler de test and learn? C'est parce que je pense qu'il y a 3 raisons. D'abord, le test and learn est encore une méthode qui est trop peu utilisée. Même l'expérimentation que je vous ai montrée là, elles sont trop peu utilisées. Même certaines entreprises de la tech ne l'utilisent pas systématiquement, alors que la donnée est là, elle n'est pas chère et elle est accessible. En plus d'être peu utilisée, quand elle est utilisée ou quand on essaye de faire, on le fait mal.
elle est peu maîtrisée. La méthodologie elle-même, elle peut maîtriser. Et donc, du coup, quand on présente les résultats, on va être critiqué, on va être attaqué, parce qu'on n'avait pas bien prévu le groupe de contrôle. Et donc, on ne peut pas faire des inférences sur la population. Bref, on a rendu quelque part la méthode, et ça cause même un préjudice au test and learn, parce que finalement, on n'en a pas cette capacité de prouver vraiment notre résultat à l'intérieur de l'organisation, parce que la méthode a été mal utilisée. Et puis, en plus, et ça c'est très récent aussi, dans le test and learn, les amis, il y a learn. Et si l'expérimentation est faite encore d'une façon, on va dire, un peu diffusée dans certaines entreprises, le learn qui en découle, alors là, pour le coup, c'est très mal fait. Et là, c'est notre part de responsabilité aussi. Comment on fait que chaque expérimentation qu'on fait rentre vraiment dans une base de connaissance de l'organisation et qu'elle est diffusée par les systèmes de formation, par les systèmes de webinaires, par les systèmes de partage de bonnes pratiques, pour pouvoir faire en sorte que les mêmes expérimentations ne soient pas répétées à longueur de journée, qu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois, dans chaque BU, dans chaque pays. Combien de fois, nous, on le voit ça encore dans nos organisations, qu'on va faire exactement la même expérimentation, qu'on va tester exactement la même chose, comme si c'était quelque chose de nouveau, alors que parfois notre voisin, parfois même à quelques bureaux de distance, a déjà essayé quelque chose de similaire. Donc il faut vraiment, pour le coup, pousser la notion de learning organization, et je pense que là, c'est vraiment une vraie philosophie de test and learn. Et puis, finalement, un troisième élément pour moi, c'est que le test and learn, tel que je le présente, tel que je le porte, c'est beaucoup plus qu'une méthodologie. Et on en discutait et on en aura la chance d'en revenir avec Claire et Marilyn tout à l'heure. C'est surtout une culture d'entreprise. Sans une culture qui, on va dire, abrite ce test and learn, vous n'avez pas de test and learn. Si vous n'avez pas un environnement de sécurité psychologique dans lequel les gens peuvent lever la main et dire « je ne suis pas d'accord » ou « j'ai une idée » ou « je souhaiterais proposer », sans avoir peur de l'échec, sans avoir peur de se tromper, ou justement en sécurisant, on peut, parce que si on se trompe sur une toute petite partie de la population, mais 20 magasins que je peux récupérer derrière. Si on n'en a pas cette culture de growth mindset, cette culture un peu de développement permanent, d'être curieux, de vouloir chercher qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, eh bien, il n'y a pas de test and learn. Et d'ailleurs, c'est Jeff Bezos lui-même qui lui dit, hein, une des plus grosses entreprises aujourd'hui dans le monde, sans test and learn, sans cette notion d'expérimentation permanente, Amazon ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Plus on expérimente, plus on apprend, plus on se développe, plus on innove, et donc plus on est au service de nos clients. Alors, je voudrais terminer par deux exemples avant de passer justement à notre partie table ronde. Deux exemples en RH pour essayer de ne pas parler que de la formation. Je voudrais vous donner deux autres exemples, un très court, très rapide, vous allez situer très vite, et puis un autre un peu plus travaillé, peut-être un peu plus nouveau pour vous. Le premier, c'est Microsoft. Vous vous souvenez, juste avant le Covid, l'été 2019, on en est à l'été 2019, on parlait de la semaine de 4 jours. Bon, c'est un peu, ça revient un petit peu là maintenant, mais Microsoft, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant l'été 2019, ils ont lancé un challenge, ils ont dit, voyons quel est l'impact sur la productivité de donner à nos salariés une semaine de 4 jours. Et donc, ils ont mis ça en place au Japon pendant cet été-là, et ils ont testé et ils ont vérifié que finalement, la productivité de leurs salariés augmentait de 40% pendant la période, comparée à la même période de l'année précédente. Donc, vous voyez bien, là encore, on n'en a pas besoin de groupe de contrôle, on peut contrôler avec soi-même par rapport à une période précédente. C'est des détails de la méthode, mais en tout cas, ça permet d'avoir des chiffres et pas simplement des suppositions ou des intuitions ou des croyances. On est vraiment sur les faits. Puis, dernier exemple, comment on pourrait utiliser le test and learn pour s'attaquer sur ce sujet de l'engagement, qui est un fléau majeur dans toutes nos organisations et partout dans le monde. L'engagement, aujourd'hui, vous le savez, est de plus en plus bas. L'engagement de nos collaborateurs, et d'ailleurs, la dernière étude, c'est l'image que je vous montre là, de l'Institut Gallup, montre que si vous prenez sur une base 10 et que vous mettez tous nos collaborateurs dans une rame, vous en avez 3 qui rament dans le sens de l'entreprise, qui rament pour atteindre les objectifs de l'entreprise, qui sont alignés avec l'entreprise, 5 qui sont un peu passagers clandestins, qui sont là et profitent un peu de la balade, et puis 2 qui sont activement désengagés, ça veut dire qu'ils rament contre l'organisation. Ils rament contre les objectifs de l'organisation. C'est quand même extraordinaire, hein, quand vous pensez bien, on est tous sur le même bateau et pourtant on n'a pas tous les mêmes comportements. Alors,
On peut agir en tant qu'RH de plusieurs façons dans cette dimension-là. On peut proposer une nouvelle politique salariale ou une nouvelle politique d'LTI ou une nouvelle politique de compensation and benefits au sens large. On peut peut-être imaginer des conditions de travail. On peut travailler sur la culture. Bref, on a plein de choses. Mais l'entreprise, en l'occurrence l'université que je vais vous montrer, a travaillé sur la notion de sens. Elle voulait savoir, est-ce qu'en plus de ces histoires de salaire, si on redonne à nos salariés du sens, est-ce que cela a un impact sur l'engagement? Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un secteur de l'université, c'est un centre d'appel, qui en fait, vous savez, les universités américaines, elles vivent beaucoup des dons de leurs anciens élèves. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le centre d'appel et ils ont divisé le groupe en 3 groupes différents et ils ont dit à un groupe de salariés de ce centre d'appel, vous continuez à travailler normalement. À un autre groupe, ils ont donné des témoignages d'autres salariés qui disaient que leur job était super et qu'ils gagnaient beaucoup d'argent, qu'ils étaient, sur un point de vue pécuniaire, extrêmement heureux dans ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'on mettait en avant les bénéfices utilitaires du job qu'ils faisaient. Et ça, c'est le groupe 2, le groupe B, pour ces employés-là. Et puis, le groupe C, on en a demandé, on a donné des témoignages d'étudiants qui déclaraient, un témoignage dans lequel ils disaient comment leur vie avait changé grâce à la bourse qu'ils avaient obtenue parce qu'on en a financé grâce à votre job d'obtenir des fonds dans le centre d'appel. Donc, on reconnecte tout d'un coup, on voit des gens comme nous qui changent leur vie grâce à notre travail à nous, autant qu'employés dans ce centre d'appel. Et là, 3 conditions, on va pouvoir voir du coup, on a posé la question sur l'engagement d'abord. Est-ce que l'engagement, là vous avez les 3 groupes, comme tout à l'heure, est-ce que l'engagement, il varie, il change? On demande dans une échelle de 1 à 10. Est-ce qu'il change par rapport au groupe de contrôle et les bénéfices du job, c'est-à-dire les bénéfices un peu utilitaires du job? Eh bien, pas grand-chose. Il n'y a pas un changement énorme. Ils sont à peu près sur la même moyenne. Le vrai changement, il se passe lorsqu'on en est sur le why, lorsqu'on explique le sens, lorsqu'on redonne du sens à nos collaborateurs. Mais on peut aller plus loin. Puisque le job de ces centres d'appel, c'est quand même de récolter de fonds, à la fin, on peut avoir une mesure de productivité qui est une mesure très claire. C'est combien en dollars j'ai réussi à obtenir à la fin de la semaine, du mois. Et ça, on a mesuré évidemment de la même façon. Et vous avez les 3 groupes là, de la même manière. Et là, on va voir la variation de productivité. C'est-à-dire que si j'avais récolté $100 dans la première semaine et que j'ai récolté $200 dans la deuxième, eh ben, j'ai double ma contribution, j'ai double ma productivité. Pareil, exactement les mêmes résultats, groupe A et groupe B, pas de différence. Par les salaires, par les bénéfices, tout ça, ça ne fonctionne pas. Mais en revanche, expliquer le pourquoi, on en a vu une augmentation de 143% de leur productivité. 143%. C'est énorme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien que peut-être certains DRH, certains patrons, partiraient sur ça en se disant, moi je crois qu'il faut vraiment expliquer qu'ils gagnent déjà très bien leur vie et comme ça ils se rendront compte que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent leur job d'une façon plus performante. Et ce n'est pas forcément vrai, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Et là, on peut le prouver grâce au test and learn. Voilà un petit peu le cadrage de départ que je voudrais partager avec vous. Et puis